Va se poser une question. L'Ukraine et l'Europe vont-elles se retrouver seules face à la Russie de Vladimir Poutine? Hier, Donald Trump a réaffirmé sa menace, son avertissement. Si un accord n'est pas conclu, les États-Unis passeront à autre chose. Et très bientôt, l'Europe doit-elle prendre le relais? Combien de temps l'Ukraine peut-elle tenir sans un cessez-le-feu? On en débattra à 11h. Mais tout de suite, on se pose une question entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Le temps des empires est-il revenu? Grand entretien ce matin avec vous, Gilles Gressani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la revue Le Grand Continent, une revue qui s'est imposée comme une référence en géopolitique. Il suffit de voir l'ouvrage que vous publiez chez Gallimard, L'Empire de l'ombre, guerre et terre au temps de l'intelligence artificielle. Il faut voir les noms qui contribuent à votre revue pour comprendre pourquoi elle est devenue une référence. Alors, ce n'est pas forcément des noms qui sont connus du grand public, et pourtant, ce sont les cerveaux qui sont en train de façonner le monde de demain en pleine déflagration. Vladislav Surkov, le vrai mage du Kremlin, l'homme de l'ombre de Donald Trump, l'ultra riche survivaliste Peter Thiel, et enfin Curtis Yarvin, le pape des lumières sombres. Alors ça, vous allez nous dire justement quelle est cette théorie des lumières sombres dans un instant. Mais juste une question sur les dernières déclarations de Donald Trump. Quelle est la conséquence d'un retrait des États-Unis? Est-ce que vous le jugez inéluctable, ce retrait des États-Unis envers l'Ukraine? Moi, je constate que depuis un peu moins de 100 jours, on se réveille le matin et on essaye de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode de la série télé à succès, The Apprentice in White House, où Donald Trump, effectivement, à chaque fois, nous invente une nouvelle déclaration, et donc on est un peu toujours pris de court en train de commenter les dernières déclarations, etc. Et je pense que c'est un peu normal que ça arrive. Ça fait partie, en fait, de comment lui-même il déploie sa force et aussi sa manière de gouverner. Mais je pense qu'il faut faire un pas de recul et voir, en fait, quelle est, la tendance lourde, la tendance de fond. Et c'est là qu'il y a quelque chose, à mon avis, qui est très clair. Depuis 2 mois, les États-Unis sont en train d'effectuer un renversement d'alliance. À la fois en essayant d'imposer à l'Ukraine des traités inégaux, à la fois en votant de plus en plus aux Nations Unies, cette semaine pour la 2e fois, avec la Russie, mais aussi avec la Corée du Nord, avec le Mali. Donc il y a quand même un changement structurant et de fond. Et c'est là que je pense qu'il y a un sujet. C'est que c'est du spectacle, bien sûr. C'est fait avec un certain art du spectacle aussi. C'est vraiment, on est sidéré par cette chose constante. En même temps, ça a des conséquences très profondes et il faut les prendre au sérieux et se dire, au fond, ça va être ça la direction, à moins d'énormes surprises. Et donc il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, il faut comprendre quel est le projet et quelle est la différence entre le premier Trump de 2017 et le nouveau Trump de 2025. Et la différence, c'est quand même le largage, le lâchage des Européens. Giuliano d'Ampoli, qui coordonne avec vous la revue, à qui on doit un essai assez magistral, Les Prédateurs, dit « La Maison-Blanche considère que l'Europe, entre autres, est un obstacle à ses plans ». Pourquoi est-ce qu'on est un obstacle? Mais c'est là vraiment qu'il y a un point. Trump n'a pas trop changé entre 2017 et 2025. Ce qui a vraiment changé, c'est son entourage. En 2017, il arrive à la Maison-Blanche, il n'a pas d'élite politique, il a pris le pouvoir à l'intérieur du Parti républicain, mais le Parti républicain n'est pas converti au trumpisme. Il a une partie importante de l'establishment contre lui, et au fond, il est un peu seul. Il retourne à la Maison-Blanche en 2025. En fait, il a 2 appuis de fond extrêmement puissants. Il a d'un côté des nouvelles élites, des contre-élites révolutionnaires qui ont un projet impérial de transformation radicale de la démocratie américaine. Ils le disent, ils veulent transformer les États-Unis en monarchie. Ça peut paraître totalement farfelu, mais c'est ce qu'ils disent, écrivent, et ils travaillent pour le faire. Et de l'autre côté, vous avez les seigneurs de la tech, les grands maîtres de la Silicon Valley, de la partie de l'ombre, disons, de la Silicon Valley, qui aujourd'hui ne passent pas simplement par le bureau ovale, mais s'y est installé avec Elon Musk, mais aussi avec Mark Andreessen et avec Peter Thiel, qui ont désormais une influence très profonde. Eh bien, c'est pour eux, c'est très clair que l'Union européenne est un adversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils voudraient, c'est avoir un accès aux données à l'échelle du globe de la planète. En fait, il y a une chose qu'il faut comprendre. Le modèle économique de n'importe quelle boîte de la Silicon Valley ne fonctionne pas uniquement sur les États-Unis. Il n'y a pas assez de consommateurs, il n'y a pas assez de données. Vous avez besoin, si vous êtes Facebook, si vous êtes Twitter ou si vous êtes Google, d'avoir en fait
une échelle d'opération qui est beaucoup plus large que les États-Unis. Parce qu'il n'y a pas assez d'Américains pour faire fonctionner. Pour élargir le marché. Et c'est là que l'Occident, c'est là que l'Europe devient le bassin nécessaire. Et le problème qu'ils ont, c'est que, de leur point de vue, c'est que nous prétendons réguler, nous prétendons avoir un mot à dire sur le type d'accès qu'ils pourraient avoir. Au fond, nous prétendons faire de la politique, alors qu'eux, ce qu'ils voudraient faire, c'est simplement vassaliser cet espace, le transformer en un grand espace algorithmique et digital, où au fond, ils pourraient prendre tous les données nécessaires, avoir un accès au marché sans avoir à rendre aucun compte politique. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui une part de bras de fer qui est très profond et qui, en fait, est loin d'être perdu par nous. Enfin, on peut faire beaucoup aujourd'hui pour contraster cette on peut résister à la soumission, si je puis dire. Mais vous venez de citer Peter Thiel, justement, qui a écrit donc un texte pour cette revue Le Grand Continent. Donc Peter Thiel, il faut quand même remettre un peu en question. Donc c'est un entrepreneur allemand qui est maintenant un ultra riche de la Silicon Valley, qui est un survivaliste aussi, qui s'est acheté son bunker en Nouvelle-Zélande en cas de fin du monde et qui a un peu théorisé cette idée de l'État profond. Alors, quelle est sa vision ? On la lit dans votre livre. Je m'érige contre les impôts confiscatoires, le totalitarisme du collectif et l'idéologie de l'inévitabilité de la mort de chaque individu. Pour toutes ces raisons, je continue de me considérer comme un libertarien. Ce mot, on le retrouve partout. On dit qu'Elon Musk est un libertarien. Ils sont tous libertariens. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette idéologie ? Alors, c'est des libertariens très particuliers, parce qu'en fait, en réalité, ils sont en train, aujourd'hui, de mettre la main sur l'État le plus puissant au monde. Donc, au fond, c'est pas simplement la critique de l'État, la fin de l'État, c'est aussi l'utilisation de l'État. Parmi les créations de Peter Thiel, il y a Palantir, qui est une énorme boîte tech, qui, au fond, aujourd'hui, servira à implémenter les plans de déportation de masse aux États-Unis et qui, désormais, passe des contrats à la chaîne avec le Pentagone. Donc, nous sommes assez loin d'une critique de l'État et de la préservation des libertés individuelles sans entrave. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très particulier qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que, au fond, c'est comme s'il y avait une insurrection numérique. C'est un peu comme si les seigneurs de la tech, qui jusqu'ici, évidemment, finançaient la politique, l'influençaient, s'est dit, au fond, pourquoi on devrait simplement passer par le bureau ovale, pourquoi on ne peut pas s'y installer, et pourquoi on ne peut pas prendre le contrôle de la machine politique. Avec une conséquence de masse, et très importante, c'est qu'au fond, ce qu'ils voudraient, c'est neutraliser la politique, faire en sorte, au fond, qu'il n'y ait plus d'espace démocratique, de participation citoyenne de la société. Au fond, ce qui leur revient très bien, c'est le mot qu'on essaye de lancer, c'est le mot de technocésarisme. C'est au fond utiliser comme ça une masse de consommateurs inertes, une vassalisation heureuse pour le reste du monde, et par la suite, au fond, garder à l'intérieur des murs et des baies vitrées de la Silicon Valley toutes les décisions essentielles, parce que de toute façon, nous sommes beaucoup trop éclairés pour devoir avoir à rendre des comptes aux communs des mortels. Et là, il y a effectivement, vous l'avez dit, aussi une lutte contre la mort. Ça peut paraître très bizarre, mais qui est très profonde. Et l'idée, au fond, que seulement un petit groupe de personnes pourra, grâce aux innovations technologiques, devenir presque immortel et donc dominer pour le reste de l'humanité le monde. Ça paraît très bizarre, mais ces gens-là, aujourd'hui, sont à la Maison-Blanche. Oui, c'est ça, c'est assez surréaliste. Hélène ? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a eu un quiproquo quelque part ? Parce que quand on imaginait ces hommes de la Silicon Valley, on imaginait plutôt, le terme utilisé par Giuliano d'Ampoli, c'était des sweats à capuche, jeunes, différents des élites économiques, mais quand même des profils progressistes. On avait l'impression que ces réseaux sociaux, ces grandes plateformes étaient porteuses d'idées de liberté, etc. Et là, on se retrouve avec des gens qui ont visiblement un autre agenda. Alors, est-ce qu'il y a eu un quiproquo ? Est-ce qu'on a mal compris ou on n'a pas su voir ? En fait, il y a toujours eu une partie d'ombre qu'on n'a pas voulu voir, qui peut-être n'était pas si dominante jusqu'à il y a quelques années et qui est par exemple très bien représentée par Curtis Yarvin, dont on a publié son manifeste et désormais sur le grand continent un entretien à plusieurs épisodes. Curtis Yarvin qui est donc un blogueur très proche d'Elon Musk, du nouveau vice-président J.D. Vance et qui théorise donc ces lumières sombres. Oui, en fait, qui est une figure très étonnante parce que c'est effectivement un philosophe geek très marginal qui n'a pas vraiment écrit de livres mais qui écrit énormément de blogs, qui a une influence redoutable parce qu'en fait il est très lu par toute l'élite contre-révolutionnaire qui aujourd'hui se trouve à la Maison-Blanche. En fait, ce sont toutes des personnes qui avaient entre 20 et 30 ans et qui ont lu Curtis Yarvin, sont politisées par Curtis Yarvin. Et ils pensent une chose assez simple, c'est
au fond, il faut sortir des Lumières. Et les Lumières, c'est quoi? C'est l'articulation entre le progrès scientifique et les progrès sociaux. Au fond, les deux choses vont ensemble. Donc, quand on a des progrès scientifiques, en fait, d'une manière ou d'une autre, la population, la société en bénéficie. Il faut casser ça, ils disent, parce que, au fond, la démocratie empêche aujourd'hui de faire de la recherche scientifique sans limite. Empêche de cloner, de transformer l'ADN, empêche d'aller au bout de logiques qui nous paraissent effectivement démocratiquement inacceptables. Et donc, ils se disent, aujourd'hui, nous avons le pouvoir, les moyens, pour transformer de fond en comble l'humanité. Et pourquoi on ne se les donnerait pas? Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ils ont ces théories qui paraissaient tout à fait marginales, être un peu dans l'ombre, aujourd'hui se retrouvent non plus dans les coulisses du pouvoir, mais sur la scène. Et les choses sont dites très souvent, très explicitement. Ça aussi, c'est très étonnant. Ils disent, ils l'écrivent, ils le montrent. Il faut transformer les États-Unis d'une démocratie à une autre forme. Et il écrit « Être un modéré », ça c'est Curtis Yarvin, « Être un modéré, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une pensée, c'est l'absence de pensée. » Il va théoriser justement la théorie de la polarisation, Maxime. Oui, et dans ce livre-là, on retrouve une voix qu'on a beaucoup évoquée ces derniers mois, qui est celle de Mario Draghi. On avait beaucoup parlé de ce rapport, et il explique en réalité ce que vous disiez au début, à savoir que l'Europe a une vraie force d'opposition face, on va dire, à ce déferlement, mais il dresse un constat dans vos pages qui est pire que son rapport. Comment expliquez-vous, quand on lit ces pages, en réalité, que on semble entendre, mais de pas réellement écouter Mario Draghi? C'est-à-dire que face à l'abus de normes, face à la dépendance des États-Unis, face aux réformes nécessaires, on a l'impression qu'on ne veut pas le croire, qu'on ne veut pas endosser cette responsabilité. La vraie question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un réveil des Européens? Et moi, je pense que oui. Les sociétés sont réveillées de façon assez large. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez aussi ce qui se passe en Italie. Au fond, cette idée qu'on puisse tomber dans une espèce de vassalisation heureuse et que notre destinée soit le fait de céder tout le pouvoir et la souveraineté à des seigneurs de la tech ou un nouvel empereur installé à la Maison-Blanche, ça ne plaît pas aux Européens. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que il y a encore du mal à donner de la forme, disons, politique. De l'épaisseur, on va dire. En fait, il y a une demande qui n'a pas forcément encore trouvé d'offre, parce que nos systèmes sont très lents, parce qu'aussi, peut-être, il y a une question de leadership. On ne comprend pas très bien qui peut porter aujourd'hui une réponse commune, et c'est sans doute, d'ailleurs, ce sera plusieurs personnalités politiques et pas simplement une seule. Arlette. Ce qui est intéressant, il y a eu une rencontre entre le vice-président américain et Giorgia Meloni hier, fin de l'entretien. Ce que retient J.D. Vance, c'est que, très important, il a souligné, et ils sont tombés d'accord avec Giorgia Meloni, sur la nécessité de créer un environnement non discriminatoire en matière de services numériques et de laisser la porte ouverte aux services américains avec les contrats que doit signer l'Italie, notamment avec Starlink et donc pour la surveillance du territoire. Ça veut dire que la conquête, elle va se faire pays par pays, comme ça, en s'appuyant, comme il l'a dit d'ailleurs, ou comme dit Steve Bannon, pays par pays, on va vous conquérir en Europe, sur ce plan de l'installation du numérique ou de la non-discrimination, comme il le dit aussi. C'est clair qu'on est beaucoup trop faible quand on est isolé et que l'intérêt des États-Unis, c'est effectivement de nous diviser. Moi, je ne suis pas sûr, par contre, qu'on tombera dans ce panneau-là. En fait, je garde un petit espoir que c'est possible, effectivement, que l'Europe, face à cette espèce de marteau qui nous tape sur la tête depuis presque 100 jours, en fait, finisse par se rendre compte qu'elle a aujourd'hui des moyens d'action importants. Et je pense que ça passe aussi par une chose essentielle, comprendre que ce qui se passe et ce qui se déroule aujourd'hui à Washington n'est pas une question thématique sectorielle. On ne parle pas, en fait, de comment faire pour améliorer les exports de spiritueux du sud-ouest français, comment changer des taux de change. C'est pas ça le sujet. C'est, au fond, un projet, un programme, en fait, on pourrait presque dire philosophique et civilisationnel. Et donc, il faut, si on veut s'y opposer, d'abord le connaître. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'on fait, c'est œuvre utile. C'est vraiment essayer de prendre au sérieux le programme dans son aspect maximaliste et avoir un contre-projet. Répondre avec un autre programme. L'Empire de l'ombre, guerre et terre, au temps de l'intelligence artificielle, c'est à lire donc dans cette revue du Grand Continent. Merci Gilles Grézeny d'avoir été notre invité. Ce projet, effectivement, vous écrivez dans l'introduction, Giuliano da Empoli écrit dans l'introduction, le passage à l'Empire suppose le détournement de la volonté populaire. Pour comprendre qui pense cette théorie, cette idéologie, qui a la puissance de feu matériel et intellectuel pour comprendre ces nouveaux intellectuels qui dessinent ce monde, l'Empire de l'ombre, c'est à lire au Grand Continent, aux éditions Gallimard. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin.